Elle vit et raconte la politique comme personne. Catherine Ney est mon invitée. Le grand théâtre du pouvoir, Catherine. C'est un livre absolument incroyable dans la collection prestigieuse Bouquins. C'est une collection qui rassemble quatre essais qui ont en leur temps été des événements considérables où l'on voit renaître les Mitterrand, les Chirac, les Sarkozy et François Hollande. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron est là. Avant de parler de ce livre, j'avais envie de vous dire, qu'est-ce que vous pensez d'Emmanuel Macron aujourd'hui? Au Conseil des ministres, son projet de réforme des retraites est présenté. Est-ce qu'il va reculer ou est-ce qu'il n'a plus le choix? Il y a déjà eu des aménagements de la loi, puisque lui, il s'est fait élire sur 65 ans et maintenant c'est 64 ans. Il y a des choses pour les petites retraites qui devraient monter à 1 200 €, mais brutes et pas nettes. Alors donc, ça va peut-être un peu décevoir pas mal de gens. Et puis, après avoir dit où il est à Madrid que la loi passerait, qu'on n'y toucherait pas, hier, il a prononcé le mot d'aménagement. Alors, on va voir ce que le projet du gouvernement... Il joue son quinquennat, là, aujourd'hui. Il joue son quinquennat, de toute façon. Je veux dire, il est élu, il joue son quinquennat, de toute façon. Il s'en va à la fin de son quinquennat. Il ne peut pas se représenter. Donc, il ne joue pas son quinquennat. Il joue sa popularité. Mais justement, qu'il soit impopulaire ou pas... Elle chute, d'ailleurs, sa popularité. Oui, mais peu importe. Borne, peu importe. S'il estime que c'est vraiment nécessaire pour le pays, il doit tenir. Voilà, c'est tout. Il l'estime, mais les Français ne l'acceptent pas. Ils sont majoritairement opposés à cette réforme. Oui, mais il y a 10 ans, ils étaient déjà opposés aussi de passer à 60 ou 62 ans. Et on a oublié, parce qu'on dit aujourd'hui, en 2019, pour la retraite à points qui a été évidemment, on se le rappelle, écartée et remise dans un tiroir au moment du Covid. Ça a bien arrangé tout le monde parce qu'elle était incompréhensible. Bon, là, on a ressorti la réforme à 65 ans, la réforme d'âge. Il a déjà reculé à 64 ans. Mais là, j'en reviens à mon propos. Il y a 10 ans, pour passer de 60 à 62 ans, mais il y a eu 9 manifs. Tous les syndicats étaient unis comme aujourd'hui, avec la CFDT et la CGT bras dessus, bras dessous. Il y a eu 9 manifs. Alors, la CGT disait qu'il y avait 2 millions de manifestants sur toute la France. C'était plus d'1 million. C'était déjà considérable. Eh bien, là, à l'époque, c'est vrai que le gouvernement... Et comme les syndicats ne voulaient absolument rien négocier, le gouvernement n'a pas lâché et c'est passé dans la difficulté avec ces manifs, mais c'est passé, vous voyez. Et puis après, on s'est habitué à ce que ce soit ça, 62 ans. Oui. Et puis, il y avait même eu, souvenez-vous, pour clore ce grand moment de manif avec les trains, tout ça, à l'arrêt pendant 10 jours et tout ça. Eh bien, il y a eu on a été privé d'essence par la Total Énergie et les autres pendant 17 jours, alors que les salariés de Total Énergie n'étaient pas impactés par la loi, avaient un régime particulier, partaient à 55 ans avec une retraite en or et travaillant 184 jours par an, vous voyez. Donc, et là, si ça recommence, mais c'est toujours la France qui ne bouge pas, celle des syndicats qui sont toujours des blocs de volonté négative. Et puis, c'est très difficile de parler aux Français de travail quand il y a eu à la fois les 35 heures, le télétravail et toutes ces choses, et le Covid où les gens sont restés chez eux et qui s'imaginent qu'on peut continuer à vivre comme ça en travaillant peu. C'est au fond aussi le reflet d'une majorité relative pour Emmanuel Macron et qui fait dire d'ailleurs à certains de la France insoumise, par exemple, qu'il n'a pas mandat pour mener cette réforme que pourtant il a défendue pendant la campagne électorale. Écoutez, il a été élu. Alors, je ne sais pas si ceux qui... Les gens, justement, l'ont réélu parce qu'ils ne voulaient pas de Mélenchon. Ils ne voulaient pas de Mélenchon, ils ne voulaient pas de Marine Le Pen. Donc, ils ont trouvé que c'était quand même ce qu'il y avait de mieux dans le magasin. Donc, ils l'ont élu pour ça. J'ai oublié votre question. Vous diriez, Catherine, qu'aujourd'hui, on a... Alors, on va reparler dans ce livre de ces monstres politiques, monstres sacrés qui étaient Chirac, même Pompidou, Giscard, etc. Et au fond, aujourd'hui, on a ça.
Comme vous Non, disiez en parce- magasin, on a ça aujourd'hui Non, dans le mais monde je veux dire, politique. non, moi je dirais qu'on a changé d'époque avec, dans ces 4 livres où je parle effectivement de Jacques Chirac, de Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Nicolas Sarkozy. Ce sont des hommes politiques qui ont fait de la politique un chemin de vie qui a été long. Vous voyez, avant d'arriver à l'Élysée, mais pour certains, Mitterrand, il en a bavé pendant 23 ans. Giscard aussi, pendant très longtemps, pendant 18 ans. Chirac, pendant 21 ans. Donc, avec des hauts, des bas. Et donc, ils étaient connus. Ils s'étaient fait connaître du pays avec beaucoup de réunions, aller visiter les provinces. Ils avaient une connaissance presque charnelle du pays. Voilà. Et puis, c'était quelque chose, être président de la République, c'est quelque chose qu'ils avaient en eux comme comme une ambition qui les dépassait. Pratiquement, Voilà. d'ailleurs, dès la naissance. Hein, c'est Mais pratiquement. raconté pour Giscard. Pour Giscard, sa Oui. mère l'appelait son petit Napoléon et on voyait qu'il était tellement enfant, tellement doué qu'il serait peut-être, il jouait au roi, ses sœurs portaient la traîne, donc il était déjà, il est né souverain d'une certaine manière. Mais Mitterrand aussi, vous voyez, enfant, il était dans sa famille celui qui imposait sa loi. Donc il y a des tempéraments comme ça de chef. Et Sarkozy, qui venait d'un milieu immigré, qui avait cette rage de dire les obstacles, je les franchirai tous. Oui, parce qu'il a commencé à la permanence de Neuilly où il y avait 190 militants, 180 militants UDR. Il s'est inscrit l'année où Giscard est élu, donc ce qui n'était pas une année très favorable pour les gaullistes. Et de ce petit strapontin, il a fait son chemin extraordinaire et en bâtissant lui-même des stratégies. C'est quand même le cas de président qui est parti du plus bas dans l'échelle et qui est monté le plus haut. C'est même assez extraordinaire. C'était un livre qui s'appelait Un pouvoir nommé Désir en 2017. Qui est dans ce recueil. Oui. Alors le dauphin, leur régence, et cette rivalité Chirac-Balladur. Et puis le noir et le rouge, effectivement, c'est la personnalité complexe de Mitterrand que vous aviez révélée à ce moment-là. Et puis la double méprise, Giscard président et Chirac Premier ministre. En fait, on a l'impression effectivement d'un théâtre. Il y a des coups bas, il y a des trahisons. On se croirait dans une série télévisée, Catherine, quand vous regardez la vie politique. Oui, c'en était une, mais ça a toujours été la politique, ça. Vous savez, c'est du temps des royautés, il y avait comme ça des numéros 1, des numéros 2, et puis des tas de choses. On racontait, ce qui était intéressant, c'était les rapports. Mais moi, ce que je trouve qui a un peu disparu, vous voyez, dans tous ces quatre livres où je raconte ces grands... ce qui était intéressant, c'est qu'ils étaient eux, les numéros 1, mais qui avaient pour les entourer des tas de second rôles avec des personnalités mais très intéressantes, très implantées, souvent au Parlement étaient souvent des maires et qui étaient connus depuis longtemps pour être des seigneurs locaux qui jouaient au Parlement des empêcheurs de tourner en rond qui existaient, qui voulaient... Et donc, il y avait des tensions, mais aussi une parole qui était forte. Et vous voyez, regardez du temps de Mitterrand, le rôle que jouait Defferre ou Mauroy, et puis tous les maires... Vous diriez qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Si vous non, pensez à Elisabeth Borne... Mais non, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois que François Hollande a changé beaucoup de choses en supprimant le non-cumul des mandats, c'est-à-dire que les maires ne sont plus venus au Parlement alors qu'ils étaient le relais du terrain, voyez. Et on a vu à quel point, au moment des Gilets jaunes, combien ils ont manqué. Vous savez, quand Emmanuel Macron a été élu et qu'il y a eu les Gilets jaunes sur les ronds-points, sur les ronds-points, il n'avait pas d'interlocuteur. Le maire venait les voir, le maire de la ville où il manifestait. Mais lui, le maire, ne pouvait plus aller dire à Paris, attention, danger. Donc, les nouveaux députés n'étaient pas connus, vous voyez, parce que quand Emmanuel Macron a été élu, sa majorité, c'était à 95% des gens nouveaux. Vous voulez dire qu'il est tout seul aujourd'hui, Emmanuel Macron? Il souffrerait de cette solitude? En tous les cas, la solitude n'est pas comblée parce que le parti n'existe pas tellement. Et puis, les députés, même élus il y a 5 ans, ne sont, à quelques exceptions quand même, qui sont en train, on voit des personnalités qui sont en train de... Enfin, pour l'instant, ce sont des vanguards. Vous voyez, ce n'est pas des gens qui
qui Oui, existent mais- vraiment. mais derrière, oui. Donc, oui, je termine mon propos. Les députés, ils ont été tagués les permanences des députés, et puis n'ayant pas quelqu'un à qui parler, ils sont montés à Paris. Ils sont montés à Paris parce que sur le terrain, personne ne les entendait. Et leurs paroles ne pouvaient pas être répertoriées au Parlement puisqu'il n'y avait plus de députés maires, Oui. vous voyez. Donc on a cassé un écosystème écosystème qui n'est pas revenu, vous voyez. Et vous diriez que Marine Le Pen, peut-être à la prochaine présidentielle, peut finalement, dans cette position avec ses députés à l'Assemblée nationale, Non, c'est pas qui parce jouent que le les jeu républicain, remporter la peut-être. mise. J'en sais rien, peut-être, c'est possible, c'est possible. En tous les cas, elle est dans le paysage depuis longtemps. Et en plus, elle a été battue plusieurs fois parce que les Français aiment bien les gens qui s'ouvrent, qui te montrent, qui se. Ouais. Et puis la famille Le Pen, ils sont là depuis 50 ans. Quand c'est toujours un Le Pen qui a été candidat pour le parti. Ça a été le père, ça a été la fille. Maintenant, il y a d'autres personnes qui arrivent comme le Bardella, qui est un peu un gendre de la famille, puisque je crois qu'il est fiancé avec une nièce de Marine Le Pen. Donc c'est une PME, les Le Pen. Donc ils sont connus, vous voyez. Oui, oui. Et alors le Parti socialiste. Et lui, Marine Le Pen, oui. elle se trouve à la tête de 89 ou 90 députés, mais elle en a été surprise elle-même, parce que même à ses plus proches, elle comptait avoir un groupe de 30-35. Donc elle a ce groupe avec des gens qu'elle tient, qui vont pas dans les manifs, voyez, qui sont tenus, qui acquièrent une certaine responsabilité, dont certains sont assez agressifs à l'Assemblée, mais travaillent. Donc, vous savez, d'ici 4 ans, il y a des choses qui peuvent se passer. Mais le Parti socialiste aujourd'hui est définitivement mort. On voit cette querelle de chiffres pour savoir qui a remporté, après avoir fait 1,7% des élections présidentielles, entre Olivier Faure et Nicolas Maillard-Rossignol. Oui. Oui, c'est je veux dire, la Bérésina, ça a quand même été le score d'Hidalgo, qui a été quand même, là, c'est tragique, pas faire 2%. Vous voyez, après ça, les militants, on comprend qu'ils ne seraient pas. Ils n'ont plus que 23 000 militants et en plus, ils sont coupés en deux. Ça veut dire que cette ligne-là, social-démocrate, Hollande, mais non, mais c'est même pas il faut s'allier comme le fait Faure avec la France mais voilà, insoumise. il y a ceux qui sont pour s'allier avec Faure en espérant le manger et en disant que c'était la seule façon, la NUPES, d'avoir des députés. Et ceux qui disent on est bouffé par ce type et il faut absolument, idéologiquement, il propose des choses qui sont inacceptables pour nous, vous voyez. Donc, et ça, c'est une crise. On voit même pas comment le parti peut se réunir, sur quelle tête, parce que c'est deux lignes irréconciliables. Oui. Mais vous qui avez tellement connu François Mitterrand, qui avez tellement vu d'où était ce parti, qui a porté même à François Hollande, qui aurait pu être Dominique Strauss-Kahn à un moment, etc., qui était encore très puissant il y a quelques années. Oui, d'accord, mais Dominique Strauss-Kahn, c'est quand même un échec retentissant et d'ailleurs et pas glorieux. Non, mais c'est Mitterrand qui a fondé le parti, enfin qui a rénové le Parti socialiste, qui a tenu ce parti d'une main de fer, qui a créé les courants. C'était dans le fond c'était l'organisation de son pouvoir personnel finalement. Vous n'êtes pas tendre pour François Hollande non plus. La normalitude. Ah non, mais François Hollande, et puis l'affaire Leonarda, vous sortez évidemment tout ce qui a marqué son mandat. Oui, mais écoutez, c'est quand même le seul président de la République qui ne s'est pas représenté. Il a quand même eu, vous voyez, il n'a pas pu se représenter. Oui. Ça veut dire en fait, et au fond, qu'on a changé de monde. Parce que vous dites, au fond, ce que vous racontez dans ce livre, c'est l'ancien monde, finalement. Oui, parce que François Hollande, bien sûr, il était depuis longtemps en politique, il a été premier secrétaire pendant 10 ans, mais personne au Parti socialiste n'a vu en lui un futur président de la République, même si lui, en son fort intérieur, il pensait, mais il ne le disait pas. Mais c'était un homme aimable qui était un commentateur. Vous voyez, quand il a été le premier secrétaire de Jospin, Premier ministre, il était celui qui pouvait dire sur les ondes ce que Jospin n'osait pas dire, pour attaquer Chirac, pour attaquer les autres. Donc, et pour ça, pour faire un puncher formidable. Donc il a beaucoup d'humour, c'est quelqu'un qui est très drôle, qui a des qualités, mais on ne l'imaginait pas président de la République. D'ailleurs, lui-même, il a enfilé le costume et pendant des mois, il ne savait pas quoi en dire. On ne l'entendait plus, d'ailleurs.
en succédant à Sarkozy, qui envoyait une carte postale par jour, qui parlait tout le temps, tout d'un coup, on avait l'impression qu'il n'y avait plus de lumière à l'Élysée. Oui, quand vous parlez du théâtre du pouvoir, grand théâtre du pouvoir, c'est le titre du livre, Catherine. Le théâtre, mais au sens peut-être où Pompidou employait ce mot, c'est-à-dire qu'au fond... Il faut leur faire du théâtre, disait Pompidou. Les Français ont besoin qu'on leur raconte des histoires. Oui, mais vous comprenez, Pompidou, il racontait des histoires aux Français, il leur disait, écoutez, si on veut, quand on est gaulliste et que le général de Gaulle a un message universaliste et la France existe parce que c'était de Gaulle et tout ça, si on veut continuer à porter ce message, il faut que la France soit une grande puissance économique. Et lui, son projet, c'était de faire l'industrialisation de la France. Et lui, il disait, la plus grande révolution, c'est que les ouvriers et les gens ayant un travail et bien payés. Moi, à l'époque, j'étais très jeune, je trouvais ça épatant, vous voyez, parce que c'était logique, c'était une logique, vous voyez. Et quand même que mai 68 soit arrivé, alors que la croissance était à 5%, c'était le plein temps emploi. En 68, il y avait 300 000 chômeurs, vous voyez. Alors, bon. Et que ça soit arrivé là et que ça ait basculé, on a commencé à changer les choses. Moi, je pense que mai 68, ça a évidemment... et même, vous voyez, mai 68, au départ, c'était à Nanterre des jeunes qui réclamaient la liberté sexuelle et qui voulaient aller parce que les étudiants pouvaient habiter à l'université. Je cherche le mot. Et donc, il y avait pour les garçons et pour les filles. Et ils voulaient pouvoir, le soir, aller discuter dans les chambres des filles. Et ça, on leur avait interdit. Mais n'oubliez pas que pour la liberté sexuelle, la pilule avait été votée du temps. C'est le général qui avait dit, mais oui, il faut pouvoir maîtriser sa fécondité. Donc, ce qui était quand même, pour un vieux monsieur né au siècle avant, c'était quand même une grande modernité. Vous voyez, oui, mais vous racontez, et vous l'avez fait aussi dans le livre, tu le sais bien, le temps passe, notamment dans vos souvenirs personnels, Catherine. Comment vous aviez eu envie de vous intéresser, de devenir journaliste, d'être une femme libre? Parce qu'au fond, être journaliste pour vous, c'était être libre. Oh ben pour moi, parce que là, si je disais que dès l'enfance, j'avais une cause à défendre ou que je voulais écrire, moi, j'en savais rien. Moi, c'était pour être libre. Voilà. C'était pour... je voulais mener ma vie. J'ai jamais douté que je serais journaliste sans savoir exactement ce qu'était le métier. Je savais qu'il fallait venir à Paris. Et je voulais surtout être indépendante économiquement. Voilà. Je pensais que c'était ça C'était ça mon projet de société. Aujourd'hui, vous voyez des femmes journalistes partout. Il y en a beaucoup. Mais, et vous vous en félicitez, y compris alors aussi dans la vie politique. Oui, Sandrine Rousseau. Oui, je ne dirais pas que c'est là où je les aime les mieux. Mais en tous les cas, dans la vie professionnelle, regardez, d'abord il y a beaucoup que ça soit l'Obs, l'Express, Le Point maintenant, ce sont des femmes qui dirigent. Et regardez les éditorialistes. Les grandes intervieweuses aujourd'hui, il n'y a presque que des femmes. Partout, vous voyez, que ce soit, on ne va pas toutes les citer, mais sur BFM, Alexandre, comment s'appelle-t-elle bon, bref, j'ai oublié son nom. Et puis, Laurence Ferrari, Sonia Mabrouk, je cherche son nom sur BFM. Écoutez, le matin, c'est épouvantable qu'elle me pardonne. Mais vous voyez, il y a des femmes partout. Et au contraire, on se dit, mais que font les hommes, vous voyez ? Oui. Oui, ben que font les... Apolline de Malherbe. Apolline de Malherbe. Ah ben, si vous dites que font les hommes, c'était Bourdin, il est parti ailleurs. Elle l'a pour remplacé. D'autres raisons. Elle l'a remplacé, vous voyez. Oui, mais au fond, en politique aussi... Oui. Je parlais de Sandrine Rousseau, mais Madame Tondelier. Enfin, il y a maintenant, alors la vie politique, les femmes ont une place qu'elles n'avaient pas. Ben oui, mais enfin, pour faire quoi, vous voyez, Anne Hidalgo, regardez son succès à la présidentielle, même Valérie Pécresse. Je veux dire, c'est quand même, je veux dire, là, et puis du côté de la NUPS, c'est quand même des femmes qui se font remarquer par une violence d'expression. Est-ce que c'est... Voilà, c'est surtout ça, elles font le buzz. Il faut qu'elles fassent le buzz pour se faire remarquer. Enfin, c'est ce qu'elles croient. Plus que les hommes. C'est ce qu'elles croient. D'ailleurs, Sandrine Rousseau a dit, quand j'étais modérée
on ne s'intéressait pas à moi et elle en fait une méthode. Ça, elle le reconnaît, elle l'avoue. Alors, on l'a vu défiler dans la manifestation pour les retraites avec un grand panneau marqué « Sardou, ta gueule ». Oui, parce qu'il s'est moqué d'elle, quoi. C'était un dialogue. Vous en pensez quoi? Ça, c'est une bonne façon de faire de la politique? Mais non, mais c'est sa manière à elle. Et puis voilà, mais on a vu en tous les cas que pour reprendre la tête des écolos, sa candidate a été écartée. Mais Marine Tondelier n'est pas quelqu'un non plus de très modéré, vous l'avez remarqué. Oui. Et ça vous embête qu'il y ait des gens qui sont moins modérés. Enfin, je veux dire, la modération, parce que là, on voit bien, la modération ne paye pas. Mais non, mais moi, ça m'embête pas. C'est leur stratégie. Mais on a l'impression qu'en politique, la modération ne paye plus. Ben, elles estiment que si elles étaient modérées, ça leur nuirait. Moi, le problème, c'est est-ce qu'avec ce langage et leurs excès, ça va payer? Moi, j'en sais rien. Vous savez, la politique, François Giroud disait, il faut pas confondre le succès et la réussite. Le succès, peut-être éphémère, la réussite, c'est le long terme. C'est tracer son sillon et que pendant longtemps. Alors on peut dire que Marine Le Pen, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, elle a tracé son sillon, elle a obtenu des résultats. Bon, elle n'a pas tout à fait encore dépassé le plafond de verre, mais elle a des élus, et c'est quand même un groupe très important. Donc c'est un succès. Donc elle a réussi au moins d'implanter son parti. Oui, mais parfois on entend dire les Français ne s'intéressent plus à la politique. On voit pourtant les enjeux. On pense à l'Ukraine, bien sûr, à la paix mondiale. Oui, vous dites, au fond, il y a une alerte là, il faut redonner goût à la politique. Bah oui, mais enfin, ce n'est pas les Français qui vont régler le problème de l'Ukraine. Enfin, ils s'en aperçoivent, en tous les cas, ils sont déjà avec les prix de l'énergie qui ont été multipliés. Donc, ils en subissent. Mais je pense qu'ils auraient beau défiler, ce n'est pas eux qui décident de ce qui va se passer en Ukraine. Non. Mais c'est inquiétant, vous qui connaissez bien évidemment la vie politique, de livrer par exemple des chars lourds à l'Ukraine. Vous m'entraînez sur un sujet sur lequel je ne veux pas aller parce que je n'en sais rien. En tous les cas, il y a un agresseur qui est la Russie et une victime qui est l'Ukraine. Hein, alors là, c'est sûr. Oui, mais c'est là qu'on voit les hommes d'État. Face à ce genre de situation, vous pensez évidemment aux grandes décisions, aux grands discours de Jacques Chirac par rapport à la guerre en Irak. Vous voyez, à un moment donné, l'homme d'État est là. Je pense que écoutez, là, je ne sais pas si en ayant des liens, en entretenant des liens avec Poutine, est-ce qu'il a été humilié? Je ne veux pas me prononcer. Est-ce qu'on aurait pu empêcher ce déclenchement de la guerre? En tous les cas, on a fermé les yeux quand il a annexé la Crimée, et il a vraiment cru que ça allait être un jeu. En 8 jours, il redevenait le patron de l'Ukraine, qui est quand même un pays libre, qui a pris sa liberté. La Russie avait signé, c'était un pays libre. Eh bien ça, la Russie ne l'admet pas. Donc, je ne sais pas si des bons rapports avec un Jacques Chirac ou avec un autre, ça aurait changé, ou même avec Sarkozy, ça aurait changé les choses. Moi, je peux pas vous dire. Oui, le sentiment. Je ne peux pas vous dire, mais en tous les cas, ce qui se passe est quand même très, très, très inquiétant. Oui, parce que le pouvoir est un théâtre, mais derrière, il y a des enjeux très importants. La France, aujourd'hui, compte encore... Non, mais les enjeux sur ce terrain-là, c'est autre chose que les retraites, hein, vous conviendrez, quoi. Oui, mais aujourd'hui, on a les hommes d'État, encore. On a les hommes d'État, c'est-à-dire qu'au fond, se dire la France compte encore dans le monde. L'image de ce qu'a été Mitterrand-Kohl, ce qu'a été... On a changé d'époque et aujourd'hui, un pays très endetté est quand même, c'est quand même une puissance, on est une puissance moyenne, quoi, économiquement. Et quand vous êtes une puissance économique moyenne, vous pouvez pas, quel que soit le talent du leader, voilà, c'est difficile de jouer un grand rôle aussi, quoi. Oui. Il vous consulte, le président Macron. Non, mais il vous demande votre avis. Non, mais vous rigolez, parfois. mais non, mais absolument pas. Non, mais je veux dire, je suis pas une consultante. Moi, je raconte ce qui se passe. Pour savoir comment... Ben non, écoutez, s'il écoute la presse, il doit savoir ce qu'on pense de lui, non, non. Oui. Pas ces rapports, peut-être, qu'il pouvait y avoir une certaine intimité avec les chefs d'État avant.
Mais parce qu'on les Oui. avait connus avant qu'ils soient chefs d'État. On les avait connus à la peine, on les avait connus battus, on les avait connus ressuscités, on les avait connus au Parlement, ils venaient. Vous voyez, il y avait des liens qui s'étaient, je dirais pas une intimité, mais on les avait connus à tous les stades. Donc il y avait, on connaissait les rapports qu'il avait avec les uns, les autres. Mais ça, c'est Emmanuel Macron qui a été élu président après avoir été pendant 1 an et demi ministre de l'économie. Je veux dire, c'est un parcours, c'est quelque chose de très, très, très singulier. Donc, tous ces liens-là n'existaient pas. Et d'ailleurs, il ne cherche pas à créer des liens avec les journalistes parce qu'il gouverne avec son secrétaire général. C'est un mode de fonctionnement, alors là, pour le coup, très, très, très jupitérien. Oui. Mais vous diriez, alors simplement, il est à la hauteur du rendez-vous de l'histoire, Emmanuel Macron. Ça, on verra ça à la fin du parcours. C'est trop tôt pour le dire. Ben oui, parce que pour l'instant... Deuxième mandat, quand même. Ben, deuxième mandat, mais vous savez, les choses se font... on mesure les choses longtemps après, on n'a pas assez de recul. Le macronisme, c'est quelque chose de réel? Mais le macronisme, c'est Macron. Oui. Après Macron, il n'y aura pas de macronisme. Ça n'existe pas. C'est le en même temps, mais qui va reprendre la suite du en même temps, je ne sais pas. Je ne sais pas. Merci Catherine. Ça s'appelle le Grand Théâtre du Pouvoir. 40 ans au cœur de la vie politique. Et alors, je disais, s'il y en a qui trouvent que la vie politique c'est ennuyeux, c'est pas intéressant, il faut lire ça. Parce que alors là, ça se lit comme un roman. C'est vrai qu'il y a quelque chose de presque romanesque. Mais parce que c'est romanesque. Comme d'ailleurs, parfois, vous dites au fond, les Français, ils aiment le président comme un monarque. Mais oui, bien sûr, on est toujours en monarchie. On est toujours en monarchie. Ah ben oui. C'est-à-dire qu'au fond, les Français ont besoin de ce centralisme. La preuve, c'est que les Gilets jaunes voulaient lui couper la tête. Hein. Ils promenaient sa tête au bout d'une pique. Et qu'on le compare à Louis XVI, à la NUPES, on le compare à Louis XVI. Et qu'est-ce qu'on a fait le 21 janvier, il y a longtemps, le jour où la NUPES, le jour où il y avait les manifestations? C'était l'anniversaire de la décapitation de Louis XVI. Vous ne trouvez pas ça extraordinaire, vous? C'est-à-dire qu'au fond, on veut encore une fois décapiter le roi. Mais oui, enfin symboliquement. Symboliquement, bien sûr. Mais il y a donc toujours un roi, de fait. Oui, c'est un roi constitutionnel, une monarchie constitutionnelle. Merci Catherine. Le Grand Théâtre du Pouvoir, 40 ans de vie politique, avec 4 bouquins formidables qu'on relit et qui sont d'une actualité brûlante, qui se lisent encore une fois comme un roman. C'est publié dans la collection Bouquins. Merci beaucoup Catherine. Merci.